C'est l'heure du sonneur. Et je suis très heureuse de retrouver pour cette nouvelle année nos deux chroniqueurs, Régis de Castelnau, Alexandre Langlois. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour Clémence. Clémence, bonne Euh, Un année. petit décalage. Merci. Allez. Régis, avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit et de ce livre, évidemment, Une justice poétique aux éditions L'Artilleur. Et à chaque fois que je cite le livre, je dis à chaque fois qu'il est terriblement d'actualité, mais c'est vrai. Alexandre Oui, oui. Langlois, ancien policier, auteur de L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale, ou encore, et c'est celui-ci peut-être qui est le plus d'actualité, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma. Alors, on va commencer évidemment par revenir sur la mort du menhir, Jean-Marie Le Pen qui nous a quittés hier. Donc avec évidemment toutes les polémiques qui en sont suivies, notamment ces fêtes de la gauche sur différentes places, et notamment place de la République, les différentes réactions, plus ou moins, on va dire, contenues, de fêtes derrière son décès. On commence par réagir donc à la mort de Jean-Marie Le Pen, Régis de Castelnau. Bon, alors moi, je suis, comment dire, mouton noir, parce que j'avais de l'aversion pour Jean-Marie Le Pen. Euh, je le connais depuis longtemps. Pas personnellement, mais enfin, dans les années 60, au début des années 70, il était dans une extrême droite extrêmement agressive, dans les facs. C'était des bandes de nervis. D'ailleurs, coucou, Madame Loiseau, qui est au Parlement européen aujourd'hui. Ensuite, il y a le passé, il y a le Front National, effectivement, dont il accepte de prendre la tête et d'en faire son épicerie familiale. Ça, c'est tout à fait exact. Je pense que ensuite, il a été instrumentalisé. Enfin, il s'est laissé instrumentaliser. Il a accepté d'être l'instrument d'une manipulation mitterrandienne Tout à fait. pour On va revenir écarter sur la ce droite du sujet. Ouais, ouais. pouvoir. Je, je pense qu'il a joué un rôle très négatif globalement. Simplement aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'il est retiré, hein, soyons clairs, politiquement. Et puis, le Rassemblement national s'est fait contre lui. Contre lui. Oui. Quand il a s'agi de prendre sa succession, Gollnisch était son candidat. C'était pas Marine. Alors, tout ça est un peu compliqué, mais donc voilà. Bon, il est mort, c'est une page qui se tourne, c'est une autre génération, 96 ans, dites donc. Oui. Ça fait un moment, mais vraiment, il appartient à une matrice, à une famille intellectuelle que, que je n'aime pas du tout, plus que ça même. Alors, euh, lorsqu'il a dirigé le Rassemblement national, il était plein d'anciens SS, d'anciens miliciens. Quelqu'un comme j'ai critiqué Le Pen m'a traité de salope ou un tas de choses comme ça et Oui. de fils de porc. Sauf que mon père, effectivement, il n'a pas fait le même choix que les amis, que M. Brignot, que M. Bousquet, que les amis qui ont trahi la patrie, qui sont passés entre les gouttes à la libération, parce qu'ils étaient vivants à cette époque, dans les années 70. Et mon père, il est allé se faire trouer la peau, perdre 3 de ses cousins, perdre l'usage de son bras droit, parce qu'il était du bon côté. Alors, quand même, l'histoire est plus compliquée que ça. Petite anecdote, compte tenu de mes propres engagements, hein, histoire de me casser les pieds, et il y était parvenu. Il a été candidat pour les législatives au Front National à l'époque où il y avait un scrutin de liste. Donc, il a accepté de mettre son nom en dernier. Sûr qu'il ne serait pas élu, mais Oui. c'était pour me casser les pieds. Il y est parvenu. Non, ce que je vais rajouter aussi, c'est que, bon, on a le droit de critiquer, de dire à ce moment-là ce qu'on pense de la disparition de cet homme. Bien Euh, sûr. je trouve que le spectacle de la place de la République était totalement indigne, quoi. De voir la bande des hommes soja. Et on va parler de Charlie, les mêmes que ceux qui étaient Charlie. J'ai jamais été Charlie, moi, personnellement, qui sont venus là prendre la pose antifasciste ridicule, faire ce théâtre, c'était totalement indécent, et ça en dit long sur cette petite bourgeoisie urbaine, celle qui a validé Macron le 7 juillet dernier, hein, en appelant à voter pour ses candidats. Euh, voilà, c'est une belle leçon de choses. Je rappelle quand même que il est mort le même jour, le 8 janvier, ou peut-être Le, le 7, je ne sais plus. le 7, Ben, ouais. le 7, Donc, oui. Le 8, c'était l'anniversaire de la mort de François Mitterrand. Faut pas ah oublier oui, ça. oui,
Il j'allais y a dire, cette proximité. Et tout à l'heure, on va parler de Charlie peut-être Hebdo. Ah, de Dieudonné, ouais. Charlie Hebdo et de Dieudonné. Dieudonné, c'est le 10e anniversaire aujourd'hui de l'arrêt scandaleux du Conseil d'État qui avait interdit a priori un spectacle de Dieudonné, renversant une jurisprudence qui avait 80 ans et montrant bien que la liberté d'expression, c'est un combat de tous les jours. Mais Voilà, il y j'ai a un fil terminé. rouge. Non, non, Bonne mais raison il y funèbre. a un fil, vous avez raison, entre tout ça. D'abord, la liberté d'expression. D'ailleurs, Charlie Hebdo a fait un article que je vous lirai tout à l'heure sur la liberté d'expression en pointant du doigt l'extrême droite, comme si c'était l'extrême droite qui avait des problèmes avec la liberté d'expression. On en reparlera tout à l'heure. Mais évidemment, Dieudonné, il est aussi très concerné par ces questions de liberté d'expression. Et puis, rappeler aussi que Dieudonné avait choisi Jean-Marie Le Pen comme parrain pour l'un de ses enfants. Donc, comme ça, en effet, vous avez eu raison d'évoquer tous ces sujets. Ils ont un lien, tous ensemble. Et on va Absolument. revenir, évidemment, sur chacun de ces sujets tout à l'heure. Mais d'abord, Alexandre Langlois. Alors juste avoir une petite aparté, parce que j'ai découvert ça pendant les vacances, que Toxin est écouté jusqu'en Afrique. Et il y a une personne que j'ai pu avoir par intermédiaire, Philomène, jusqu'à Dakar. Donc c'est pour dire que Toxin rayonne très largement dans le monde francophone et au-delà des frontières. Mais vous Donc, je savez faisais un qu'il y a, petit coucou il y a même des radios africaines qui nous ont demandé d'émettre directement notre matinale à l'heure de leur matinale. Donc oui, on Voilà, est donc du écouté en coup, Afrique. bon succès. Bonjour à Philomène à Dakar qui nous écoute ce matin. Euh, pour reprendre sinon sur le sujet, moi c'était sur effectivement, je vais être un petit peu comme Régis, j'étais circonspect par rapport à toutes ces scènes de fête. Parce qu'il y a deux choses bien différentes que je distingue. Bien sûr. Et pour une petite comparaison, quand Franco était mort en Espagne, on pouvait dire que le régime franquiste était mort avec lui. Quand Jean-Marie Le Pen décède, mon quotidien n'a absolument pas changé dans un sens ou dans un autre. Ça n'a rien changé. Ce qui veut dire que ces gens-là se réjouissent de faire une fête. S'ils attendent que tous les opposants à leurs idées meurent de vieillesse, c'est pas gagné. Et le Ouais. combat des idées n'est pas grandi non plus. Donc je veux dire, à ce moment-là, ça ne sert pas à grand-chose et c'est même contre-productif pour ces gens-là. Je veux dire, ils tirent une balle contre leur camp en disant, bah écoutez, nous, on fait une fête, ce qui veut dire que tous les médias mainstream de la Macronie vont dire, plutôt que de parler d'un débat d'idées, quel est ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen, pourquoi on peut être d'accord, contre, etc. Évidemment. On s'en Ce qu'il focalise faut faire sur d'ailleurs. oui, non, mais c'est tout à fait intéressant. Voilà, est-ce qu'on fait sur Toxin? Est-ce qu'on va continuer de débattre? Mais là, on n'est pas sur le débat d'idées, on est sur le débat d'une personne. Et quand on combat une personne, eh ben, c'est peut-être tout à fait différent que combattre des idées. Donc, c'était ce côté un petit peu au rabais, et bien, dans tous les cas, indigne de toute la classe politique, j'allais dire, mais tous les gens qui sont allés là-bas, et surtout de tous les médias qui s'en sont fait le relais. Parce que finalement, quand on compte le nombre de personnes qu'il y avait, si on compte tous les rassemblements, ça fait quelques centaines, peut-être, allez, on compte large, quelques milliers de personnes, mais par rapport à l'ensemble de la population française, ça fait pas grand-chose. Donc, il y a deux choses. Et comme disait très bien Régis, en plus, ça fait plusieurs années qu'il n'interagit plus en politique. Donc, bon, bah, au final, il est mort. Laissons sa famille pleurer. Et puis, continuons soit le combat dans un sens ou dans un autre. Mais je veux dire, ça ne change rien vu qu'il n'était pas aux commandes. Voilà. Donc, c'était plutôt triste comme scène et déplorable pour le débat d'idées. Alors, est-ce que vous voulez, puisque vous l'avez introduit, Régis de Castelnau, qu'on aille directement sur le sujet Charlie Hebdo? Je rappelle que, d'ailleurs, à la même date où Jean-Marie Le Pen nous a quittés, nous célébrions la France, commémorait plutôt, évidemment, le triste anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo, du 7 janvier 2015. Attentat qui visait le siège, je rappelle, du journal Charlie Hebdo, avec 12 victimes qui perdaient la vie, dont 8 membres de la rédaction, dont les fameux dessinateurs Cabu, Charb, Tignous, Honoré, Wolinski, et d'autres, évidemment, sous les balles des frères Kouachi. Ensuite, je rappelle d'ailleurs, parce qu'on a tendance à s'arrêter à Charlie Hebdo, que le lendemain, Amélie Koulibaly assassine une policière à Montrouge, puis le 9 janvier, évidemment, il y a l'attentat de l'Hypercacher où 4 personnes sont tuées. Alors, revenir sur ce sujet, évidemment, c'est poser aussi la question de la liberté d'expression, de où nous en sommes dans ce combat pour la liberté d'expression, et puis peut-être aussi, comme vous le disiez, de cette clique Charlie Hebdo, comme vous le disiez, Régis de Castelnau, où en est-elle aussi dans son analyse de fond sur ses véritables ennemis? Je vais commencer par vous, Alors, Régis. moi, je suis très clair. Lorsque j'ai appris, je me rappelle très bien, lorsque j'ai appris le massacre de Charlie, j'étais catastrophé. Wolinski et Cabu, c'est ma jeunesse. Vous voyez, Wolinski, je l'ai croisé quand il était dessinateur à l'UMA. C'était des gens que j'adorais. Je détestais le Charlie de Val, de Philippe Val, qui on voit bien où il est aujourd'hui. Et puis il y a eu le reste. Il y a eu le policier Ahmed Merabé qui a été exécuté. Oui. On a vu dans la rue. Il y a eu
l'attaque de l'hypercachère, Ouais. aussi avec le jeune Cohen qui a essayé de défendre les clients et qui a été abattu par l'agresseur. Donc, Koulibaly. ça m'a beaucoup frappé. Mais à ce moment-là, ce que je n'ai pas aimé du tout, et je me suis jamais spontanément senti Charlie, ça a été la récupération. Cette grosse manifestation du 11 janvier, où on voit le premier rang avec Netanyahou, excusez du peu, avec tout un tas de gens qui sont des assassins de la liberté d'expression en général, hein, et puis il y a eu le débat sur le droit au blasphème. Moi, je veux bien hein, on ait le droit de blasphémer, on ait le droit de critiquer les religions, sauf que c'était toujours la même. Hein, la religion chrétienne, elle fait plus de peine à personne. Et puis surtout, ce que j'ai vu, c'est que à cette occasion, euh, deux choses. La première, c'est que c'était cette mobilisation et le pauvre Emmanuel Todd, je dis le pauvre parce qu'il a écrit un bouquin qui s'appelait Qui est Charlie, il s'est fait massacrer et il l'a très mal vécu. Il avait raison quand il a montré qui s'était mobilisé, c'est-à-dire la petite bourgeoisie urbaine qu'on a vue place de la République ouvrir des bouteilles de champagne pour la mort de Jean-Marie Le Pen. C'est les mêmes, ce sont ceux-là qui ont porté Macron au pouvoir, qui dominent dans les médias, qui dominent dans le bloc élitaire. Donc, personnellement, je n'ai jamais été solidaire de ces gens-là. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est ma deuxième observation, on les voit, mais ce sont tous des gens qui réclament la censure de ceux qui ne pensent pas comme eux. Tous les charlistes, tous, ils sont là, les Enthoven, comment dire, je pensais à quelqu'un d'autre. Oui, Marine Tondelier. Marine Tondelier, alors bon, à l'époque, je ne sais pas quelles étaient ses prises de position, mais qu'est-ce qu'elle dit, Marine Tondelier, à propos de X? Elle dit, ou bien on régule, c'est-à-dire qu'on fait taire ceux que je n'aime pas, ou bien on interdit. C'est magnifique, c'est Charlie, ça? Non, c'est pas sérieux. Non, non. Le charlisme était un mauvais combat et on voit bien 10 ans après son résultat. Son résultat, c'est le DSA de M. Thierry Breton en Europe. Le résultat, c'est les prises de position là de Macron qui parle d'ingérence, qui est scandalisé par ce que fait Musk. On a le droit de pas aimer Musk et de considérer que c'est un provocateur, c'est mon opinion. Oui. Mais j'ai entendu personne lorsque M. Soros a mis en place, par exemple, un travail extraordinaire pour peupler les juridictions européennes de gens à sa botte et qui prennent toutes les décisions liberticides qu'on imagine. Donc voilà, Comment c'était pour liquider une bonne fois pour toutes Charlie pour ce qui me concerne. Oui, mais alors, restons un tout petit peu justement sur ce charlisme dont vous parlez, de cette forme d'idéologie charliste. Comment vous expliquez enfin, d'où vient cette idéologie? Quels sont ses fondements? Et cette erreur de jugement presque, si je peux me permettre moi-même de les critiquer, cette erreur de jugement qui est celle de se tromper de combat sur la liberté d'expression. Je sais pas s'ils se trompent de combat. Je pense que dès le départ, c'était ça. Et moi, mon absence de solidarité avec ce mouvement, pas avec les victimes, bien évidemment, et Évidemment. pas avec, sans la prise de conscience des problèmes posés par le terrorisme, puisqu'il y aura ensuite le 13 novembre. Mais non, c'est véritablement l'idéologie de ces couches sociales. C'est une sociologie. Ils n'acceptent pas la liberté d'expression, ils la détestent. Oui. Et donc là, en la revendiquant sur la base, franchement, quel intérêt de faire, si ce n'est d'offenser et on a le droit de le faire, d'offenser la communauté musulmane de France, qui est quand même assez nombreuse. J'aimerais bien qu'on nous fasse exactement la même chose concernant, voir ce que ça donnerait concernant la religion juive, qui est pas mal non plus dans son genre, ou comme la religion chrétienne, mais qui est plus discrète aujourd'hui. Oui, puis qui elle est bien visée par Charlie Hebdo pour le coup, hein, elle n'est pas oubliée. Oui, ah ben, oui, mais c'est la façon dont on tire sur une ambulance. Alors d'accord, oui, ça c'est bien, mais la liberté d'expression, c'est important, c'est le débat contradictoire, c'est tout le monde a droit à la parole, c'est une presse qui n'est pas totalement verrouillée par une plutocratie, c'est pas un service public que tout le monde paye qui est verrouillé par le pouvoir. Non, non, c'est pas ça la liberté d'expression. Et donc, c'est pas j'ai le droit de caricaturer Mahomet. Ah bon, formidable. Une fois que tu as fait ça, tu as fait avancer quoi concernant un système qui est un système
globalement liberticide. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de Dieudonné. Le Conseil d'État, en cette période, pour ne pas faire de peine à monsieur Manuel Valls, a interdit a priori un spectacle, alors que le contrôle de la liberté d'expression, il y a des limites, se fait a posteriori et par le juge. Et bien le juge administratif a dit non, non, Dieudonné, il est méchant, donc j'interdis a priori son spectacle et je piétine une jurisprudence qui a été mise en place entre les deux guerres, justement, c'est le fameux arrêt Benjamin, qui était décisive. Non, c'était dans le même temps. Alors justement, là, il y a une décision, on va y revenir, mais il y a une décision du tribunal administratif la semaine dernière qui a suspendu l'interdiction du spectacle de Dieudonné. Donc elle a suspendu l'interdiction, donc normalement, le spectacle pourra avoir lieu. Mais on va y revenir. Non, mais ce que je voulais dire, Oui. c'est que dans le même temps où on était sommés d'être tous Charlie. Il ne faut pas oublier que le fameux numéro Tout est pardonné de Charlie Hebdo la semaine d'après a été imposé dans toutes les sociétés du CAC 40. Ils en ont acheté des dizaines de milliers et ils les remettaient à leurs salariés. Moi, je trouve ça bizarre quand même. Je trouve ça un peu curieux. Mais ce que le jour même, ou le lendemain du massacre de Charlie, le Conseil d'État valide une interdiction qui c'était une procédure, c'est une interdiction qui était relative à une affaire qui s'était passée 6 ou 8 mois avant. Donc ce jour-là, ils n'ont pas été gênés. Ils ont pris une décision d'atteinte à la liberté d'expression sans aucun problème, nos amis du Conseil d'État. Alors qu'on nous sommet d'être tous Charlie. Être Charlie, c'est être Charlie entièrement. Je monopolise la parole. C'est être Charlie jusqu'à Dieudonné, ça que vous voulez dire. Ça n'était pas être pour la liberté d'expression. Et on le voit avec les résultats aujourd'hui. C'est tout. On va continuer évidemment d'en parler, mais je vais me tourner vers Alexandre Langlois qui puisse aussi donner son avis. Juste avant, Alexandre, je vous propose de regarder la une de Charlie Hebdo du 7 janvier, donc commémoration, voilà. Et puis une autre, puisqu'on parlait de liberté d'expression, qui est l'illustration. Alors, celle-ci que vous voyez, c'est de Rhys, et l'autre, c'est de Coco. Une autre, voilà, vous allez voir l'illustration de cet article que je voudrais citer, mais d'abord, Alexandre Langlois, je vais vous laisser réagir à tout ce qu'a dit Régis de Castelnau. Celle-ci, c'est l'illustration de l'article de Jean-Yves Camus, publié justement le 7 janvier. 10 ans après le 7 janvier, l'extrême droite défend la liberté d'expression qui l'arrange. Voilà ce que dit Jean-Yves Camus, qui visiblement a oublié qui avait tiré sur Charlie Hebdo 10 ans avant. Je vous lirai un extrait de cet article et vous voyez bien, donc en tout cas, l'illustration ici, on peut voir Jean-Marie Le Pen qui rappelle à un médecin qui lui dit « Je vais te faire courir, moi, le médecin, PD !» Voilà, vous voyez l'ambiance. Alors, d'abord, Alexandre Langlois, sur tout ce qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire beaucoup de choses par Régis de Castelnau. Beaucoup de choses. Sur Charlie, effectivement, c'est derrière. Il y a eu un en même temps déjà. En même temps, avec toute une récupération politique d'un mouvement qui n'est pas du tout Charlie en soi. Charlie Hebdo, c'était la satire, c'était critiquer toutes les religions. Ils ont tapé sur tout le monde, y compris la religion juive, peut-être moins, mais en tous les cas, ils étaient présents dans leur colonne. Et une chose qui a rappelé, que je trouve tout à fait juste, si on n'aimait pas Charlie, on n'était pas obligé de le lire. Et à partir de là, écoutez, très bien. Pour moi, ça me suffit. Tant qu'on ne m'oblige pas à lire quelque chose que je n'ai pas envie de lire, écoutez, pareil pour les autres, donc très bien. Après, il y avait quelque chose aussi d'assez, avec beaucoup d'émotion quand j'avais appris cet attentat le 7 janvier, c'est que quelques mois avant, on avait été mis en relation avec le syndicat Vigie, avec Charb, et qui nous avait fait une caricature pour dénoncer la gestion de la police nationale. Dessus, on voyait un commissaire qui était en train de mettre, qui avait attaché à un poteau un policier, en lui disant, en le menaçant de son arme, donc comme s'il était sur un poteau d'exécution, et à côté quelqu'un qui était représenté les syndicats de police majoritaires, qui était en train de creuser une tombe, en train de dire « Je fais tout ce que je peux pour toi, cher collègue, je fais tout ce que je peux ». Et en fait, il avait évoqué en une caricature tout le malaise. Et ce qui était assez crispant, c'est que dans les gens qui... Pour resituer juste Alexandre Langlois, vous étiez dans le renseignement déjà à ce moment-là ou pas ? Oui, j'étais déjà dans le renseignement aussi. J'étais au niveau du syndicat, j'étais secrétaire général adjoint, enfin dans la direction du syndicat déjà. J'étais déjà dans le renseignement, tout à fait. Et la chose qui m'a énormément choqué, j'allais dire, c'est tous les gens qui se sont repris de Charlie. Parce qu'évidemment, ça désignait la gestion de la police par Manuel Valls à l'époque, notamment. Et Manuel Valls était en tête des cortèges. Et encore, hier ou avant-hier, je ne sais plus, il défilait en tête de cortège. Donc, s'il y a quelqu'un qui est vraiment un représentant de la non-liberté d'expression, c'est Manuel Valls.
On a pu encore le redire sur des arrêts de son bon plaisir avec Dieudonné, etc. C'est lui qui est en tête des cortèges. Donc, c'est quand même catastrophique sur le message envoyé. Et en fait, c'est de ce côté, de se dire, il y a au nom de la liberté d'expression, on va censurer et on va annuler la liberté d'expression. C'est quand même incroyable de faire des choses pareilles. Un petit peu comme Emmanuel Macron aussi, qui a cannibalisé le thème de « Je suis Charlie » et « Oh là là, vous avez vu la liberté d'expression ». Quel est le président de la République qui a envoyé des journalistes à la DGSI pour avoir fait des enquêtes sur les armes françaises au Yémen, pour avoir fait une enquête sur l'affaire Benalla? Qui a mis en place sous son quinquennat avec M. Darmanin le fait que les journalistes qui veulent suivre les manifestations en sécurité, sinon vous pourrez vous faire tirer dessus, il faut être tamponné par le ministère de l'Intérieur? Qui c'est qui a fait que quand, par exemple, je prenais la parole au nom de Vigie pendant les Gilets jaunes, a interdit que je passe sur les plateaux de télé en appelant toutes les rédactions en disant si vous continuez de le passer, eh ben, vous n'aurez plus les informations du ministère de l'Intérieur, M. Darmanin, M. Castaner. Ah, Donc du coup, et aujourd'hui, il y en a un qui est ministre de la Justice. Donc c'est pour dire que tous ces gens qui disent lutter contre la liberté d'expression, enfin pour la oui, ils luttent contre la liberté lapsus d'expression, donc ça c'est révélateur. vrai, lapsus révélateur, et ils ont une conception de protéger la liberté d'expression, peut-être, dans la tête de M. Darmanin qui avait fait un petit tweet, ils pensent que la mettre dans un coffre-fort et de taper sur tous ceux qui veulent l'utiliser pour qu'elle soit bien protégée. Et je crois que le coup de grâce a été donné ces derniers jours par un tweet de Mme van der Leyen, qui se dit qu'elle défend la liberté d'expression, la démocratie, le pluralisme. Non, je ne crois pas que, donc, du coup, non, je veux dire, à partir de là, le diable se cache. La plus belle ruse du diable, comme disait Baudelaire, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et je crois qu'ils en sont là, en fait, en train de se dire, nous ne sommes pas là, la Au nom liberté du bien. d'expression existe, mais voilà. Mais donc, en fait, c'est ce détournement. Et je crois malheureusement que ces pauvres caricaturistes et toute la rédaction de Charlie qui a été assassinée doit se retourner dans sa tombe, quoi qu'on pense d'eux, parce qu'ils ont tapé sur tout le monde. Ils n'ont pas fait d'exception. Et du coup, c'était un journal satirique qui n'avait pas pour but de faire avancer la société, mais juste de faire grincer les dents très fort. Et pour ça, je crois qu'ils ont réussi leur pari. Mais du coup, c'est ce côté-là, c'est de se dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui me choque, c'est tous ceux qui se disent on se défend la liberté d'expression et qui censurent à tour de bras. Et je ne parle pas du débat politique français aujourd'hui où tout le monde veut censurer et tout le monde dit moi, je veux la liberté d'expression, mais si on censure ceux qui ne pensent pas comme moi, quel que soit leur parti politique. Et aujourd'hui, celui qui est l'arbitre du jeu, c'est Emmanuel Macron qui censure tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, voire qui fracasse les gens. Je rappelle donc aussi qu'il y a la liberté d'expression syndicale qui doit être normalement consacrée, aussi impossible parce que c'est ce que j'ai pu subir, mais ce que d'autres continuent de subir sur la liberté d'expression. Et enfin, une petite anecdote sur Manuel Valls et la justice et la liberté d'expression. Donc, comme ça, on va faire un trio. Une petite pensée ce matin pour un ancien commandant de police, le commandant Philippe Pichon, qui avait été reçu sur Tocsin pour un de ses livres, qui n'a rien à voir avec le sujet que nous évoquons aujourd'hui, mais qui avait été sanctionné par le Conseil d'État, parce qu'à l'époque, pour petit rappel, il avait dénoncé les dysfonctionnements du fichier STIC, et ça avait été sorti dans la presse, et on avait trouvé que c'était lui la source. Bon, voilà. Enfin, on avait supposé que c'était lui la source, plus exactement. Et au tribunal administratif, donc au Conseil, la justice pénale l'a relaxé en disant, bon, il n'y a pas grand-chose de grave là-dedans, il a dénoncé des faits, il avait l'accord des gens, etc., pour faire son travail. Mais par contre, le Conseil d'État a jugé en disant nous avons reçu une note du ministère de l'Intérieur qui nous dit à l'intérieur des éléments qui vont nous faire qu'on va vous condamner. Il a dit mais est-ce que je peux avoir cette pièce? Non, vous ne pouvez pas l'avoir. Et c'était sous Manuel Valls. Donc voilà la liberté d'expression et comment il peut instrumentaliser la justice derrière et comment la justice peut se baser sur un document que la défense où la défense n'a pas accès. Voilà. Merci beaucoup. Depuis l'affaire Dreyfus, on sait ça. J'ai un désaccord, Ah bah très bien, allez-y. avec Alexandre. Faut bien qu'il y en ait. Ça vient de temps en temps. Il ne faut pas oublier parce qu'il disait, il critiquait tout le monde, Charlie. Non, 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 c'est pas vrai. Il y a eu deux Charlie. Le Charlie de ma jeunesse, dont j'étais un lecteur assidu, avec des gens extraordinaires. Il y avait Cavana, Delfeil-Beton, les dessinateurs GB, Rezer, Cabu, Wolinski. C'était magique. C'était des anards, hein, il disait, mais avec un humour fabuleux. Et puis, il y a monsieur Philippe Val qui est arrivé. Comme Philippe Veul, comme nous on le surnomme, qui est venu pour l'argent. Donc, il a capté un héritage qui n'était pas le bon. C'est une imposture. Il y en a certains qui l'ont dénoncé. Puis les autres, je pense à Cabu et Wolinski, qui l'ont accepté. Il y avait Charb, qui était un des derniers bons dessinateurs. Hein, parce que maintenant, quand on voit les Cocos, quand on voit les Ris, ou bien... alors, je parle Plantu, il est pas chez eux, mais il a fait un dessin ignoble en comparant Mélenchon à Le Pen. Enfin bon. Mais... et ce journal, le Charlie numéro 2, une des premières choses qu'il a fait, ça a été de virer Ciné. Hein, c'était à quel moment le changement de direction? Pardon? Le changement de direction, vous savez à quel moment c'était? À quel moment Val a pris le... Charlie s'est planté, il a cessé pendant une grosse dizaine d'années,
Et ensuite, Ah oui. ils l'ont relancé. Ils l'ont relancé en reprenant tous les codes, hein, tous les codes, tout le visuel, etc. Et c'est devenu le journal de Val. Et Val est resté l'actionnaire principal, c'est lui le patron. Hein. Alors, il a peut-être monté maintenant des sociétés particulières pour prétendre qu'il ne l'est pas. Il est parti ensuite, il était sarkozyste. Il a été nommé à la direction par du temps de Sarkozy à la direction de France Inter, voyons. Hein. C'est un personnage et il a transformé Charlie en un journal néoconservateur. Je suis désolé, ils ont soutenu l'intervention américaine en Irak. Ouais, c'est vrai. Faut pas l'oublier, ça. Donc, non, Charlie, et c'est la raison pour laquelle il a été ainsi soutenu, récupéré, etc., pour des raisons politiques, mais aussi, et quand je parlais du CAC 40, c'est parce que c'est un des éléments de la communication du système. Mais d'ailleurs, en parlant de 440, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris. C'est que, alors, j'imagine que vous étiez au courant que bon, les ventes baissaient de Charlie Hebdo. Évidemment, il y a eu une hausse juste après l'attentat, mais depuis, les ventes baissent. Et puis, je lis là dans un article que faut quand même pas s'inquiéter pour la pérennité de Charlie Hebdo, qui profite, je cite, d'un avantage de taille, une réserve comprise entre 15 et 20 millions d'euros destinée à pérenniser le journal. Cette somme colossale, eh bien, la rédaction la doit Et à Julien Sérignac, directeur général de 2017 à 2022. Donc on se dit, finalement, il y a eu, on ne sait pas comment, parce que visiblement, c'est pas la vente, si. Non, trésor de guerre. on le sait. C'est cette subvention du grand capital français qui a acheté ces dizaines, ces centaines de milliers d'exemplaires. Rappelez-vous, il y a eu plusieurs millions. Donc, pour un journal qui a été fait sur un coin de table, hein, et ils ont gardé ce trésor de guerre. Ils l'ont gardé, ils l'ont fait fructifier. Donc, ils ont un trésor de guerre. C'est un peu comme le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné a une trésorerie formidable. Oui. Hein, donc, c'est la raison pour laquelle il continue, il n'y a pas besoin de pub, Oui, etc. mais en revanche, le Canard enchaîné reste peut-être plus tout azimut que Charlie Hebdo, non? Non. Depuis le départ de Pardon. Louis-Marie Auro, Une c'est nouvelle un petit cible pour Régis de peu. Castelnau. Non, hélas, non, ils sont normalisés, moi je trouve. J'étais un lecteur assidu du Canard, même si j'étais pas souvent d'accord avec leur position politique. J'ajoute que Charlie, c'était les gauchistes de 68, la suite était des anards, mais de gauche. Le Canard enchaîné, c'était des anards de la guerre de 14 qui se poursuivaient, des pacifistes. Là, je pense que aujourd'hui, c'est arasé, c'est normalisé. Alors, je vous propose, je vais vous lire rapidement cet article de Jean-Yves Camus dont je vous parlais, puis on va parler de cette décision Dieudonné, encore une, la décision du tribunal administratif de vendredi 3 janvier. Mes chers amis, avant, nous sommes plus de 5000, ici 5400 en direct et en instantané, merci infiniment. En revanche, on n'a aucun like, aucun pouce, il faut y aller là. Pouce sous la vidéo, vous savez, on a besoin de vous. Pour le moment, même si Mark Zuckerberg a fait un gros revirement, nous ne sommes pas forcément les amis de YouTube, donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter à pousser et à appeler vos amis pour qu'on soit toujours plus nombreux dans cette grande émission que nous partageons tous ensemble. Alors, je reprends l'article de Jean-Yves Camus, donc, qu'on peut lire dans Charlie Hebdo, publié le 7 janvier. Le titre, 10 ans après le 7 janvier, l'extrême droite défend la liberté d'expression qui l'arrange. Comment l'extrême droite appréhende-t-elle, 10 ans après les attentats de janvier 2015, le principe de la liberté d'expression? Bon, déjà, la question est intéressante. Pourquoi on parle de l'extrême droite? À sa façon, dévoyée, anti-juive, pro-russe et bien sûr catholique. Je les cite, hein. 10 ans après les attentats, l'extrême droite défend-elle davantage la liberté d'expression qu'avant? Oui, la sienne. Il faut dire que le niveau de répression à son encontre, alors là-dessus, au moins, il y a une vérité, entre dissolution et interdiction administrative d'événements, a atteint son pic, notamment entre 2017 et aujourd'hui. L'extrême droite ferraille donc bien plus qu'avant devant les juridictions administratives, on va encore parler juste après, souvent gagnante lorsqu'il s'agit d'une manifestation interdite, toujours perdante lorsqu'elle veut faire annuler une dissolution. Il y a de quoi faire, il n'y a jamais existé autant de groupes locaux d'extrême droite qu'en ce début 2025, donc de conférences, de cortèges, de concerts, d'activités sur les réseaux sociaux. Conséquence de cette répression qui vise à l'asphyxier, ce qui reste un rêve utopique et discutable au plan des libertés publiques, l'extrême droite se plaint continuellement de ce que nous ne vivrions plus en démocratie. Un comble! Mais dans une quasi-dictature imposée, pêle-mêle et selon les chapelles, par, il cite, les élites entre guillemets, Bruxelles entre guillemets, Soros, l'Arcom, le Conseil d'État ou les sionistes et leurs alliés. C'est un nouveau vocable, la droite cachère, soit le RN, Zemmour et une partie des identitaires. Voilà ce qu'écrit Jean-Yves Camus. Peut-être une petite réaction avant qu'on parle de la décision du tribunal administratif Dieudonné, Régis de Castelnau puis Alexandre Langlois. Ben, il crache le morceau. À la fin du texte, il dit, vous vous rendez compte, il critique l'UE, il critique, je sais plus qui d'autre, Bruxelles, Soros, etc. l'Arcom.
Voilà, oui, oui, ah bah oui, non, 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 mais Et c'est il est sioniste, incroyable. oui. Ils n'ont pas le droit. Ouais, Ils n'ont pas le droit de critiquer le système qui régule et qui met en place tout un tas de réglementations liberticides, de décisions liberticides. Je reviens sur une formidable séquence liberticide. Ça a été les plus de 650 procédures pour apologie du terrorisme au lendemain du 7 octobre. Alors l'apologie du terrorisme, il faut le combattre. bien sûr. Mais là, en l'occurrence, vous disiez, ah ben, tiens, c'est une action de résistance, poursuivi, poursuivi, et là, il a manqué personne. Et j'ai pas entendu, hein, Charlie Hebdo venir protester. Et à la fin, il dit, bah oui, l'extrême droite se plaint continuellement en mettant en cause, et là, il donne la liste de tous ceux qui sont destructeurs de la liberté d'expression. Coucou, hein, l'Union européenne, vous vous rendez compte, hein, le DSA, Thierry Breton, von der Leyen, sont des gens qui sont très gentils, qui sont des libertaires, ceux-là. Bon, enfin. Alors, je ne sais pas si Alexandre Langlois, vous souhaitiez réagir à cet article. Il a donné son opinion très bien. Après, pas grand-chose à dire. Moi, je suis pour sa liberté d'expression à lui aussi. Donc, il a Ah donné oui, son Ah opinion. bah Après, on évidemment. est d'accord ou pas. Donc, voilà. Donc, Allez, on passe à il l'article alors. a Oui. fait Charlie, mais pas grand-chose de plus à dire. D'accord, alors on passe à Dieudonné, puisque le tribunal administratif, le 3 janvier dernier, a suspendu l'interdiction du spectacle de Dieudonné. La veille, la préfecture avait publié un arrêt interdisant Enfin, c'est le truc classique, hein, la préfecture qui publie juste avant une interdiction des représentations des spectacles de Dieudonné, jugeant le thème, donc il y avait les attentats du 13 novembre, et le lieu, à proximité du ministère des Armées et d'une synagogue, trop sensible. Mais le juge a estimé que le document portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression. Les circonstances du spectacle, dans un bus à peine de 73 spectateurs, ne permettaient pas de caractériser un trouble à l'ordre public. Voilà ce qu'a expliqué le juge du tribunal administratif. Là, je me tourne d'abord vers vous, Régis. ah ben, je dois tenir le crachoir encore. Je vais être très rapide. En tout cas, je vais essayer. C'est l'application du principe fondamental, contrôle des excès de la liberté d'expression a posteriori et une fois que le juge est saisi. C'est le juge qui décide si c'était une faute. Donc, voilà le principe. Les autorités administratives qui sont chargées de faire respecter l'ordre public n'ont pas le droit de s'ingérer sur ce qui va être dit avant. En revanche, elles peuvent dire c'est une manifestation qui risque de provoquer un trouble à l'ordre public, des affrontements, des contre-manifestations, donc je préfère l'interdire. Mais on sait très bien que c'est une grande hypocrisie de la part du pouvoir. Systématiquement, rappelons Jean-Yves Le Gallou, et Dieu sait si je suis d'accord sur rien avec lui, mais à qui on notifie une interdiction le matin d'un colloque qui était dans une salle fermée, quoi. Donc il y a véritablement des manœuvres pour empêcher les gens de saisir les tribunaux, et fort heureusement, je constate qu'il y a une résistance des tribunaux administratifs, hein, de premier degré, C'est qui ça. disent non, 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 attendez, ça suffit, ça. C'est intéressant d'ailleurs cette résistance des tribunaux administratifs, c'est-à-dire les plus ancrés finalement. Comment vous pouvez expliquer ça, Régis? Est-ce qu'ils ont peut-être un petit peu plus de liberté que les autres? Non, je pense, oui, enfin, ils les prennent, leur liberté. Non, je pense qu'il y a un débat. Je pense que la société est traversée par des contradictions. Tous les jours, on est. Quand vous avez fait des études de droit, quand vous avez fait du droit public, quand vous avez eu des cours et des examens de liberté publique, et que vous êtes ensuite dans une juridiction, il vous reste des traces quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, bon, voilà, il y a des principes à faire respecter. Non, non, il y a de gros débats. La liberté d'expression, elle fait l'objet d'un sacré combat. Hein, et ça, c'est très bien. Il faut continuer à se battre. Et c'est la raison pour laquelle je pense que, voilà, il y a des magistrats qui restent dépositaires de la protection des libertés publiques. Et ça, c'est parfait. Et avec l'affaire Dieudonné, dont j'ai parlé tout à l'heure, Oui, c'est contre le Conseil d'État. Alors, depuis le Conseil d'État, il a mis pas mal d'eau dans son vin. oui, Hein. oui, tout à fait. Il s'est quand Vous même en avez rendu parlé. compte que à cette époque-là, bon, il avait fait un cadeau empoisonné à Valls, d'une certaine façon. Alors, Alexandre Langlois, au sujet de cette décision finalement de suspension d'interdiction. Déjà, rien qu'à l'époque, ça m'avait choqué la façon dont ça avait été fait. À l'époque, en 2014, donc, par une circulaire du ministère de l'Intérieur de Monsieur Valls, qui aujourd'hui donc se bat pour la liberté d'expression en étant Charlie, etc. Ce qui veut dire que c'était une décision administrative.
C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de jugement, il n'y avait rien. C'était juste un ordre donné au préfet, vous m'interdisez tous ces spectacles. Tout à Et en fait. plus, c'était une méthode que la gauche au pouvoir à l'époque va amplifier un peu plus tard. Par exemple, quand il y aura les attentats du 13 novembre, où derrière, il y a toute une batterie de mesures antiterroristes qui ont permis d'annuler les venues des cortèges pendant la COP 21 des écologistes. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui ne pensent pas comme le gouvernement, Valls et ses amis Hollande, etc., se servaient de ça pour dire bon, bah, on vous interdit le truc, puis après, vous pouvez aller au tribunal. Au pire, vous gagnez, mais Oui. vous n'aurez pas fait ce que vous vouliez, de nous critiquer. Mais C'est ça le plus interdiction important. a priori, par règlement administratif, Par et une sur le circulaire, fondement, donc. ouais, et sur fondement par circulaire, et sur fondement de risque de trouble à l'ordre public. Oui, sur fondement, mais enfin après, on avait déjà vu qu'il y avait les spectacles qui n'avaient rien donné. Et l'autre chose, s'il y a vraiment des risques de troubles à l'ordre public, Dieudonné avait déjà donné des spectacles, a priori, il y en avait eu de temps en temps, mais plutôt par des gens qui venaient s'opposer à son spectacle. Donc après, que les gens puissent s'opposer à son spectacle, ça s'appelle une manifestation et ça s'encadre. Donc les gens peuvent venir et ça, a priori, Manuel Valls ne voulait pas s'embêter avec ça. L'autre chose derrière, qu'est-ce que je voulais dire? C'était, oui, aussi sur les juges administratifs, je ne sais pas, je me tourne vers Régis, mais peut-être, également qui sont plus courageux des fois que les juges judiciaires, c'est parce que ce n'est pas des magistrats de carrière. C'est des gens qui peuvent passer par le tribunal administratif, c'est des hauts fonctionnaires pour une grande partie, donc qui vont peut-être pas continuer leur carrière dans la justice et dans la magistrature administrative. Donc peut-être qu'aussi ça peut donner, se dire qu'ils sont de passage, ils peuvent faire leur travail correctement, puis après ils iront dans un autre ministère poursuivre leur carrière. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc que Dieudonné puisse faire ses spectacles, très bien. Si des gens veulent manifester contre ces spectacles, que ça s'encadre et que tout le monde puisse s'exprimer, très bien. Et au contraire, ce qu'avait fait M. Valls, c'était lutter contre la liberté d'expression de tout le monde, parce que d'un côté, il interdisait les spectacles, de l'autre côté, il empêchait les gens d'aller manifester, parce qu'il n'y avait plus l'occasion de manifester. Donc en fait, on était sur quelque chose d'assez opaque. Et donc c'était lui qui était en tête des cortèges Charlie, donc juste à vomir. Est-ce que vous voulez juste répondre, Régis, sur la Et, question que pose Alexandre et Langlois? aujourd'hui, oui, alors bon, Alexandre nous dit que l'avantage des magistrats de l'ordre administratif, c'est que eux au moins ne sont pas dans un ghetto. Oui. Hein, donc, comme les magistrats de l'ordre judiciaire. Je lui laisse la responsabilité de ce qu'il vient de dire. Non, je partage cet avis. Effectivement, ils sont plus, les magistrats de l'ordre administratif, qui sont aussi corporatistes, il ne faut pas se raconter d'histoire, sont quand même plus ouverts sur la société que peuvent l'être les magistrats judiciaires. Je fais juste une petite observation. Manuel Valls, un des hommes les plus détestés des hommes politiques des Français, qui est un ennemi de la liberté d'expression, il est ministre, je vous rappelle. Il est redevenu ministre, ce qui est le résultat de ce 7 juillet calamiteux. Alors, on va justement continuer sur la série des ministres ou des directeurs de cabinet de ministres, puisque ça a été souligné par Alexandre Langlois, qui souhaitait particulièrement en parler, n'est-ce pas, Alexandre? Cette magistrate Agnès Thibault-Lecuivre, qui a été nommée directrice de cabinet de Gérald Darmanin. Ça s'est passé vendredi dernier. C'était l'ancienne porte-parole de la justice, qui avait été placée en 2022 à la tête de l'inspection générale de la police nationale, et voilà, qui est désormais nommée directrice de cabinet de Gérald Darmanin. Comment vous réagissez donc, Alexandre Langlois, à cette nomination? En fait, elle suit M. Darmanin. Parce que moi, j'avais découvert cette personne au moment où Gérald Darmanin, donc ministre de l'Intérieur, c'était version d'avant dans les Pokémon, maintenant il a évolué ministre de la Justice. Donc à ce moment-là, il avait dit j'ai mis à la tête de l'IGPN une magistrate pour qu'il y ait plus d'indépendance à la tête de l'IGPN. Oui. Mais ce qu'il avait oublié de dire, et que la presse, au moins certaines presses, a un peu creusé, dont je crois le Canard enchaîné à l'époque, a dit bah oui, mais ça pose quand même problème parce que elle faisait partie de son cabinet. Donc c'est une très proche de M. Darmanin. Et donc aujourd'hui, on a la suite du parcours. Donc cabinet du ministère de l'Intérieur, tête de l'IGPN sous Darmanin. Ah oui, donc et elle a un commencé rappel par le cabinet, elle passe au à cabinet, l'IGPN. à Ah oui, l'IGPN, et elle retourne au cabinet. ah oui. Donc autant dire qu'au niveau Elle voilà, retourne au donc soit elle a bercail, quoi. vraiment Ouais. voilà, elle suit la carrière de M. Darmanin en fonction de ses besoins politiques, ou alors elle a vraiment besoin d'un appartement et d'un logement Et au social. passage, elle revient, enfin, logement social. Et après, elle revient sur. C'est une blague par rapport J'ai aux bien compris. accusations de M. Darmanin. Pardon. Et en même temps, je précise qu'entre-temps, entre les deux moments avec Darmanin, l'IGPN, elle revient avec un paquet de réseaux, d'informations, de renseignements. Donc c'est quand même utile. Oui, alors à l'IGPN, on n'a pas forcément des réseaux, et là, elle n'est pas à la tête du renseignement non plus. Oui. C'est plutôt les petits dossiers qu'on lui a demandé d'endormir en disant ça, faut pas gérer, ça, faut pas gérer, ça, faut pas gérer. Donc, les dossiers, parce que l'IGPN en France donc, est une particularité européenne aussi, donc une fois de plus, magnifique pour la liberté d'expression et l'exemple qu'on peut donner dans le pays des droits de l'homme. Ouais, la police des L'IGPN, polices.
voilà, n'est pas indépendante. Voilà, elle est sous tutelle. La directrice est nommée par le directeur de la police nationale en accord avec le ministre de l'Intérieur. Donc autant dire que sa liberté d'expression et sa liberté d'enquête est vraiment sous tutelle de ce qui se passe. On avait pu le voir au moment de l'affaire Steve à Nantes, quand la justice judiciaire, pour le coup, avec un juge d'instruction, les enquêtes, les conclusions de l'enquête n'avaient pas été les mêmes que celles de l'IGPN, qui avait balayé comme il fallait pour que ce soit plus blanc que blanc. Donc voilà, je rappelle, hein, et de ce côté-là, ça fait le lien avec la liberté d'expression. Je rebondis sur ce petit IGPN et comment il peut être utilisé. Pour une fois, il y avait un traité européen que la France avait signé, et dedans, il y avait un code éthique de police européen qui disait que justement, l'enquête de la police sur la police doit être indépendante pour des raisons d'impartialité et justement qu'il n'y ait pas de suspicion. Voilà, bon, du coup, donc, tout est maintenu sous le couvercle. Et donc là, je pense que nous aurons un bon petit soldat qui va continuer de servir son maître pour je ne sais quelle raison. Alors, si vous le permettez, Régis, je vais vous faire sauter ce sujet. On va aller directement au procès Sarkozy. Puis après, Oh. sauf si vraiment vous y tenez. Et après, on va réagir Non, quand non, même non, à la non, petite phrase. Oui. je me Oui. réjouis que Alexandre, qui a une connaissance intime des cuisines et des arrière-cuisines, puisse nous les expliquer. Parce que pour Eh oui. des profanes comme moi, sur la question policière, c'est opaque, hein. Mais oui, non, mais Donc merci, Alexandre. Mais je vous remercie tous les deux. Et tous les jours, je reçois des compliments de cette rencontre que vous avez tous les deux ensemble dans notre émission, car nous apprenons beaucoup, tous grâce à vous deux et votre expertise. Alors, allons rapidement, justement. Là, on aura besoin de votre analyse encore, Régis, sur le procès Sarkozy. Puis une petite réaction pour finir, en beauté, sur la petite phrase de Brigitte Macron et son Emmanuel Chéri qui mérite le respect. Mais d'abord, le procès Sarkozy. Je rappelle que le procès s'est ouvert lundi dernier devant le tribunal de Paris. C'est son 5e procès en 5 ans. Évidemment, la chef d'accusation de financement illégal de sa campagne de 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi. Et puis, il est donc devant le tribunal de Paris, ça je ne l'ai pas précisé, et il est accusé avec Brice Hortefeux, Claude Guéant et Éric Woerth. Et là, je me tourne vers vous directement, Régis de Castelnau. Alors, je viens de voir apparaître mon ami Didier sur l'écran. On est en désaccord là-dessus. Donc, on a décidé qu'on allait s'expliquer, mais hors les caméras. Hein, on va faire une fight, hein, Ouais. hein, Didier. Hein. Bon. Exactement. Donc, notre désaccord, il porte pas sur le niveau de corruption du système, et en particulier du système du temps de Sarkozy. Non, non. Il porte sur le traitement judiciaire et sur la façon qu'on a de faire de la politique par juge interposé. Et c'est mon bouquin, hein, montrant que la justice française est un des éléments du maintien de ce système. Mais concernant Sarkozy, oui, il y a une vendetta judiciaire sur Sarkozy, c'est tout à fait clair pour moi. Le dossier des écoutes était totalement creux. Tous les gens qui l'ont regardé, bon, moi j'en ai une connaissance assez intime pour différentes raisons, c'était scandaleux. Et la façon dont le palais, c'est comme ça qu'on dit, hein, le monde judiciaire a réagi, y compris par la destruction du secret professionnel des avocats, à cette occasion, parce que la Cour de cassation a tout validé, était tout à fait scandaleux. Le problème, c'est que quand la justice utilise de l'arbitraire, elle crée des précédents, et c'est notre risque à tous. Hein, sachant que en matière de justice, l'innocence ne protège de rien. Ce qui protège, justement, c'est le respect des procédures, le respect des principes fondamentaux. Alors, je reviens 2 secondes sur le procès Sarkozy. libyen. Libyen, C'est ouais. que il y a eu, d'abord, je rappelle que ça fait quand même 18 ans que cette affaire a commencé. Donc, c'est quand même laborieux. Bon, le problème, c'est que c'est quelque chose qui a été lancé par Mediapart. Je ne veux pas revenir ici sur Edwy Plenel et sur Arfi, mais son factotum, mais il y a eu cette accusation, voilà, Sarkozy a touché 15 millions d'euros pour le financement de sa campagne de 2007. Très bien, il y a eu tout un tas de péripéties pour savoir est-ce qu'il y a eu un virement, comme c'était après la destruction de la Libye à l'initiative de Nicolas Sarkozy, pas Tony Blair, non, je ne sais plus comment il s'appelait, avec le soutien d'Obama, toutes les manipulations ont été possibles. Donc il y avait le premier élément, y a-t-il
eu des virements, des transferts d'argent au profit de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. Bien, ça c'est une chose. Encore faut-il l'établir et je considère, moi, avec la connaissance là aussi que j'ai du dossier, je considère que ça n'est pas établi. En revanche, il y a une deuxième condition qu'il faut remplir, et on est toujours dans le domaine judiciaire, hein, je ne suis pas en train de plaider pour la probité et l'honnêteté foncière de Nicolas Sarkozy. Il faut ensuite prouver que cet argent est arrivé dans les poches de ceux qui ont financé cette campagne. Il faut qu'on identifie les flux financiers, etc. Moi, j'ai un souvenir de ce que m'avait dit sous la confidence, j'en fais état maintenant, le regretté Patrick Buisson, c'était pas une confidence d'avocat, celle-là. C'est qu'il m'avait dit, mais attends, c'est une accusation qui ne tient pas. On avait tout l'argent qu'on voulait en 2007. Ben oui, hein, le capital soutenait, l'oligarchie soutenait Sarkozy. Donc je considère que le fait qu'il y ait eu un versement par Kadhafi n'est pas établi judiciairement et que si tant est qu'on considérait qu'il était établi, qu'il soit tombé dans les poches de Nicolas Sarkozy n'est pas établi non plus. Alors on peut avoir des doutes, on peut dire, c'est d'une absurdité totale, oui, en fait, Sarkozy est intervenu en Libye pour faire taire un témoin. Ah bon, d'accord, oui, c'est cet acte géostratégique fondamental organisé par les Britanniques et les Français à la demande des Américains, avec le soutien des Américains, avec Madame Clinton disant ah ben on y a été, veni vidi vici, il est mort et elle se marre. Non, ça c'est pas très sérieux. On n'est pas dans cette cour-là. Je considère que Ok. comme dans d'autres affaires, on continue à se passer les nerfs sur Sarkozy, mais j'ajouterais que c'est de la diversion pure. Comme cet homme a suscité une haine importante, on fait de la diversion. Parce que pendant ce temps-là, Mme Schiappa va très bien, McKinsey, ça va bien, Alstom, ça va bien, M. Colère va très bien. Dès que les gilets jaunes bougent, on les éborgne. Ce sont les deux faces de la même pièce. Ce sont les mêmes qui font ça. Donc, on se passe les nerfs sur Sarkozy, mais pour l'instant, tout le système Macron, qui en est l'héritier, hein, on n'y touche pas. On le laisse bien tranquille. Allez, Alors, je trouve ça curieux. On est pour la probité d'un côté, hein, poussé par Edwy Plenel et Arfi, et de l'autre côté, on est pour la corruption qu'on laisse faire. Bon. Allez, on va passer tout de suite à l'autre sujet. Pour finir, et une phrase chacun, Brigitte Macron qui s'exprime au sujet de son Emmanuel. On écoute ça, c'était sur TF1 hier. Et est-ce qu'il a changé? Changer, non, il est... Disons que parfois ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile, mais il ne le dit pas. Il garde pour lui. Avant, il parlait beaucoup plus facilement. Maintenant, il ne le dit pas. Et ça, je comprends, parce que s'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect. Bon, Alexandre Langlois, Emmanuel Macron mérite le respect. Comment vous réagissez? Il est meurtri. Or, meurtri, peut-être que certaines paroles peuvent le meurtrir, mais je rappelle que le peuple français, lui, il est meurtri par Emmanuel Macron en parole et aussi dans sa chair, mutilé, blessé, mort, je rappelle, sous son règne. Donc, je veux dire, mettons les choses en place. Et l'autre chose inquiétante, c'est que malgré tout ça, il n'a pas changé, selon les dires de sa femme. Donc, autant dire qu'on va encore prendre plein les dents. Et pour le reste, je vais laisser la conclusion, pour moi, ce sera le cardinal de Rais dans ses mémoires qui disait « Lorsque ceux qui commandent ont perdu la honte, ceux qui obéissent perdent le respect. » Pas mal. Régis, Ah, elle est une très belle phrase. celle-là. Ouais. Je la vole. Moi, ce qui me choque, c'est le principe même de Madame Macron venant en pleine crise politique, dans un contexte mondial extrêmement compliqué, avec une guerre. Globalement, c'est une guerre mondiale. On convoque Madame Macron, enfin, on lui donne un plateau pour venir pleurnicher en disant que il a bobo. Mais ça me scandalise au-delà de tout. Merci beaucoup à tous les deux. Macron à Bobo. On aurait pu en effet le résumer comme ça. Merci Régis. Je rappelle, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Merci Alexandre Langlois. Essayez la démocratie au bal masqué de la Macronie. Édition Talma. Merci à vous tous.